Il était une fois une maman qui croyait avoir tout sous contrôle, jusqu'au jour où son ado, en pleine crise, post-divorce, lui lance: «De toute façon, toi, tu comprends rien.» 70% des adolescents issus de parents divorcés expriment une détresse émotionnelle. Et 60% des parents solos avouent se sentir dépassés et stressés selon l'INSEE. Ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est de comprendre l'adolescence en pleine tempête. Comment préserver sa santé mentale en tant que parent solo? Rester proche de ses enfants, même quand ils ne vivent plus avec nous. Comment aider un enfant adulte à exprimer ses émotions après une séparation? Quel sujet aborder avec les enfants après une séparation? Et comment prévenir l'aliénation mentale? Je m'appelle Sabine Escudero, je suis coach certifiée et interviens en parentalité et en leadership féminin. Alors, on va commencer par comprendre l'adolescence en pleine tempête. Imaginez que votre ado est un voilier pris dans une tempête. Il tangue, il crie, il veut jeter l'ancre n'importe où. Votre rôle n'est pas d'être le vent qui le pousse. Qu'est-ce que c'est votre rôle? C'est d'être le phare qui le guide. Alors déjà, pourquoi les ados explosent? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour ça et les deux raisons primordiales sont que le cerveau d'un adolescent est en pleine construction. Son cortex préfrontal est en développement. Tout ce qui est gestion des émotions, anticipation. Donc, ça s'explique. Ce n'est pas pour vous embêter. Ensuite, il y a un pic hormonal immense à l'adolescence. Les émotions sont amplifiées. Les réactions sont disproportionnées. Pour éviter l'explosion, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas réagir, vous, parents, mais d'apprendre à décoder. On va faire un petit exercice et vous pourrez continuer à le faire chez vous. Prenez une phrase typique d'ado. T'es relou. Et essayez de la reformuler en ce qu'ils essaient de dire en réalité derrière. Quand un ado vous dit t'es relou, il veut dire je me sens dépassé. Quand un ado vous dit tu me saoules, laisse-moi tranquille, traduction, j'ai besoin d'espace et de temps pour moi, mais je ne sais pas comment le dire calmement. Quand un ado vous dit de toute façon, tu comprends rien à ma vie, traduction, j'aimerais que tu m'écoutes sans me juger, même si je sais que c'est difficile à expliquer. Alors, comment préserver sa santé mentale en tant que parent solo? Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai compris que j'avais tout donné, sauf à moi-même. Ça, c'est le témoignage que j'ai recueilli de Claire, que j'ai accompagnée après son divorce, où elle était maman solo de deux ados. Et oui, j'avais tout donné sauf à moi-même. Les parents solos sont 2 fois plus à risque d'épuisement émotionnel que les couples parentaux. C'est une étude d'Harvard. Donc, deux solutions pratiques. Notez-les, elles sont simples mais efficaces. Il y a la première, je l'appelle la règle des 3 R. Qu'est-ce que ça veut dire?
Respirez avant de répondre à un ado en crise. Relativisez. Mon ado n'est pas contre moi. Il est en lutte avec lui-même. Ce n'est pas contre vous. Ne prenez pas les choses personnellement. Revoir les accords Toltec. Oui, quatre parce qu'il en a écrit un cinquième. Et recharger. Troisième R comme recharger. Recharger, ça veut dire quoi? Ben, comme Claire. Le jour où elle a compris que s'accorder du temps pour elle, c'était la meilleure façon d'aider ses ados en réalité. Donc ça, la règle des 3 R, vraiment, écrivez-les en gros quelque part. Et quand vous sentez que ça chatouille, allez regarder encore une fois ce qui est écrit et appliquez-le dans votre quotidien. Ensuite, la deuxième technique que je donnerai, qui est vraiment importante, c'est de ne pas vous isoler. Parfois, quand on va pas très bien, on a tendance à s'isoler et c'est vraiment la dernière chose à faire. Alors parfois, c'est important de prendre des moments de pause, d'être seul avec soi-même, notamment quand on veut faire peut-être jaillir des émotions, ou tout simplement quand on a envie de se reposer, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de parler, pourquoi pas lire un bouquin, prendre du temps pour soi, aller se faire masser, aller marcher au bord de la mer ou dans la forêt. Et il y a également une façon de faire que moi j'aime bien, qui est le cercle de soutien. Et je m'en sers dans mes accompagnements. En général, dans mes accompagnements, il y a des coachings individuels, mais il y a aussi cette partie où les mamans, on est entre nous et puis on discute dans un cercle de soutien. Parce que ça vous permet de voir que vous n'êtes pas seul, avoir un groupe de survie. Alors après, ça peut être un groupe d'amis, hein, ça peut être des thérapeutes, ça peut être une communauté en ligne. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à rentrer dans ma communauté Facebook qui s'appelle la communauté des parents d'ados, qui est faite pour se soutenir entre parents d'ados, justement. Et surtout, oser demander de l'aide. Demander de l'aide est une force, ce n'est pas une faiblesse. Il faut être courageux quand on est maman ou quand on est papa de se dire j'ai besoin d'aide. C'est très courageux, mais c'est vraiment, vraiment très intelligent aussi en réalité. Parce que parfois, par orgueil, avec notre ego, on croit que si on demande de l'aide, eh bien, on n'est pas une bonne maman, on n'est pas un bon papa. Et ça veut rien dire. Absolument rien dire. Bien au contraire, ça veut dire qu'on se préoccupe du bien-être de ses enfants et de notre propre bien-être. Vous connaissez euh, l'histoire du masque dans l'avion. Quand il y a des intempéries, quand on demande de mettre le masque, vous êtes seul avec votre enfant, vous avez votre enfant à côté de vous sur le siège, on vous demande de mettre le masque, c'est pas à l'enfant qu'il faut le mettre en premier, c'est à vous. Parce que si vous le mettez à l'enfant et que vous tombez dans les pommes, vous ne pourrez plus l'aider après, hein. Ben là, c'est pareil. Il faut penser à vous. Penser à vous, c'est penser à eux en réalité. C'est pas être égoïste. Alors, rester proche de ses enfants, même quand ils ne vivent plus avec nous. Donc là, on a une question de Cyril, un papa qui, euh, qui se préoccupe de savoir comment maintenir le lien. C'est une très jolie question et je suis très contente d'avoir une question d'un papa. Malheureusement, c'est encore rare. Donc bravo, Monsieur Cyril, pour cette question. Ça me rappelle un papa que j'avais accompagné justement, qui s'était séparé et qui, comme vous, avait peur de perdre le lien avec ses enfants. Et je me souviens qu'il avait instauré un rituel simple. C'était un appel vidéo chaque dimanche matin avec son café à la main. Lui, il avait son café. Et puis, il était en visio avec ses enfants. Et
Et avec le temps, en fait, ce moment-là est devenu vraiment un moment sacré pour lui et pour ses enfants. Ça durait pas forcément une heure, hein. Ça durait 10 minutes, un quart d'heure, mais il prenait comme ça son café avec ses enfants. C'est devenu un rituel. Je trouvais cette histoire très jolie. Donc vraiment, les stratégies pour rester connecté, vous l'aurez compris, créer des rituels. En fait, transformer la distance en habitude affective. Quand un enfant ne vit plus avec un parent, c'est essentiel d'établir des routines de connexion, car c'est vraiment la constance qui va renforcer le lien. Donc ces rituels apportent une sensation de stabilité, de présence, même à distance. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un café le dimanche comme le papa que j'avais accompagné, mais il y a plein d'autres façons d'instaurer des rituels simples, mais qui sont puissants. Ça peut être par exemple un message chaque matin ou le soir, un simple bonne journée mon grand, ou un petit bonne nuit, je pense à toi. Bah, ça permet de rappeler que le lien est toujours là. Et surtout, vraiment, je vous invite à éviter les longs discours. Un ado préférera une communication légère et régulière plutôt qu'un appel formel. Ensuite, ben, il y a l'appel ou la visio hebdomadaire, comme le papa. Donc, de fixer peut-être un moment précis chaque semaine. On se fait un FaceTime chaque dimanche soir après le film ou avant le film si c'est trop tard. Ça aide à garder un contact naturel. Donc c'est important que cet appel soit un moment agréable et surtout pas un interrogatoire scolaire ou moral. Ne profitez pas de l'avoir en appel pour l'interroger sur ses notes ou son comportement à l'école ou s'il a fait son activité ou s'il est allé au sport. Non, n'ayez aucune attente, juste une, qui est la connexion avec, avec votre ado. Un autre rituel, vous pouvez faire un rituel que j'appelle les trucs cool, c'est-à-dire que vous pouvez partager un lien vers une musique, une vidéo marrante, un article sympa. Tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Créer un rituel unique. Chaque vendredi, on s'envoie une musique qu'on aime bien, par exemple, s'il aime la musique. Ça maintient un lien naturel, sans forcer la discussion. Privilégier la qualité à la quantité. Surtout écouter sans donner de leçons. Quand on voit plus son enfant tous les jours, je sais qu'on peut être tenté de rentabiliser chaque moment en lui donnant des conseils, en posant trop de questions ou en cherchant à rattraper le temps perdu. Mais surtout, ne tombez pas dans ce piège. Ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment être présent, pas intrusif. Laisser l'enfant parler à son rythme, sans chercher à remplir les silences. Accepter qu'un ado réponde parfois par des phrases courtes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu t'es bien amusé? Oui. Éviter les questions où on peut répondre que par oui ou par non, hein, parce que l'ado, il est feignant, hein, il va répondre oui ou non. Poser plutôt des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Par exemple, raconte-moi la meilleure chose qui t'est arrivée aujourd'hui. Ça, c'est une super question puissante parce que vous lui laissez le choix et en plus, vous obligez, vous l'aidez à pratiquer ce qu'on appelle la gratitude et à trouver pour chaque journée un moment positif. Parce que même en l'aidant, je rigole parce que souvent ils vous répondent, il n'y en a pas. C'était la merde. En réalité, c'est de la mauvaise foi parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. Si vous, par exemple, vous lui posez la question, tu t'es levé à quelle heure ce matin?
Si vous dit, je sais pas, 10 heures, 11 heures, j'en sais rien, tiens, bah, tu vois, c'est positif, tu as dormi ce matin, par exemple, des choses simples. Obligez-le à avoir cet exercice mental, ça l'aidera plus grand, je vous assure. Ensuite, adaptez-vous à sa communication. Certains enfants préfèrent écrire que parler et ne pas négliger les messages écrits. Si un ado n'aime pas parler directement de ses émotions, il peut être plus à l'aise pour évoquer un film, une série, un jeu vidéo qui reflète son état d'esprit. C'est à vous à vous adapter à chaque enfant. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça peut être un allié, pas un ennemi forcément. Beaucoup de parents voient les réseaux sociaux comme un obstacle à la communication, alors qu'ils peuvent être un excellent moyen de maintenir un lien informel avec un enfant qui ne vit plus avec eux. Alors, comment faire? Comment les utiliser, ces réseaux sociaux, pour que ça renforce le lien avec son enfant? Ben déjà, si vous êtes, imaginons tous les deux sur Facebook, bien que les jeunes n'aiment pas trop Facebook, mais ou sur Instagram par exemple, s'il est sur Instagram aussi, interagissez, mais surtout sans envahir. Vous pouvez liker de temps en temps ses posts, pas tous non plus, d'accord? Et surtout, ne commentez pas chaque photo. Parce que là, ça va avoir l'effet en inverse. Il va dire, ouh là là, il est relou celui-là, hein. De temps en temps, vous likez, vous montrez que vous vous intéressez à lui, mais ne soyez pas trop, ne l'envahissez pas. Voilà. Lui envoyez une vidéo drôle que vous avez trouvée sur TikTok ou Instagram ou YouTube pour créer une complicité sans forcer la conversation. Vous pouvez partager aussi une photo souvenir avec un message du type oh, ce jour-là, on avait bien rigolé, tu te souviens? Juste ça. Utilisez ses propres réseaux pour lui montrer qu'il fait toujours partie de votre vie. Par exemple, regarde ce plat que j'ai refait, tu te souviens comment on l'adorait? Ça va lui montrer qu'il est toujours présent dans votre quotidien, même à distance. Acceptez son mode de communication, c'est super important. Beaucoup d'ados préfèrent un vocal WhatsApp qu'un appel long. D'autres préfèrent même les snaps éphémères à un long message. En vous adaptant à leur manière de communiquer, vous évitez les frustrations et de vous prendre des pics. Après, moi j'entends, oui, mais il est tout le temps en train de me refouler, il m'envoie balader, il me rejette. Ouais, mais bon. Est-ce que vous avez piqué déjà tout ce que je viens de dire là? Le lien, il se cultive dans la simplicité. Pas besoin de faire de grandes déclarations. La régularité et l'authenticité sont les clés, vraiment. Un enfant ne doit jamais sentir que l'on force le lien, mais plutôt que l'on est toujours disponible à son rythme. Et en appliquant toutes ces méthodes, ben, on évite que la distance devienne un mur et on transforme la séparation en une relation plus consciente et qualitative. Astuce pour votre mindset, acceptez que la relation évolue, mais ne disparaît pas. Écrivez-la, cette phrase. J'accepte que la relation évolue, mais je fais tout pour qu'elle ne disparaisse pas. Parce que c'est votre rôle, hein. Votre job, c'est celui-là. Si vous en avez qu'un, c'est de maintenir le lien avec votre ado, votre jeune ou votre enfant, hein. Ça marche aussi, hein. C'est votre seul job. Parce que si ce lien disparaît, vous perdez, là, pour le coup, vous perdez tout contrôle, hein. Alors,
Maintenant, on va voir comment aider un enfant adulte à exprimer ses émotions après une séparation. Donc là, je vais répondre à une question de Marie-Odile. Donc merci à vous tous de m'avoir posé des questions. Comme ça me permet d'être plus efficace. Ma fille de 20 ans reste silencieuse. Que faire, me demande Marie-Odile. Merci pour la question, Marie-Odile. Certains enfants n'expriment pas leur douleur, mais c'est un peu comme un volcan endormi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien en réalité. Il y a une étude psychologique qui montre que l'expression est souvent différée en fait, l'expression des émotions. Les jeunes adultes issus de divorces mettent souvent plusieurs années à verbaliser leurs ressentis. Alors quoi faire? Adopter une stratégie bienveillante pour encourager l'expression des émotions, Marie-Odile. Donc moi, je vous conseillerais d'abord l'art, ce que j'appelle l'art de l'écoute passive. Ne pas forcer la parole, mais être disponible. Quand un enfant adulte ne parle pas de ses émotions après une séparation, j'avoue qu'il est tentant de les pousser à s'exprimer. Pourtant, insister peut le braquer davantage ou la braquer davantage. Donc, l'écoute passive, ça consiste à créer un espace où il se, où elle se sent libre de parler sans pression. Concrètement, ça signifie être physiquement et émotionnellement disponible. Lui montrer qu'on est là, même si elle ne parle pas. Éviter les questions directes comme tu ressens quoi face à notre séparation, qui peuvent vraiment, vraiment mettre mal à l'aise. Donc, privilégiez plutôt des phrases ouvertes et neutres. Si jamais tu veux en parler un jour, sache que je suis là. Donc, Marie-Odile, plutôt que de lui demander de parler directement, vous pouvez lui dire simplement, tu sais, il y a des moments où moi aussi je ressens plein de choses, je n'ai pas toujours envie d'en parler tout de suite, hein. Mais quand j'en ai besoin, ça me fait du bien de savoir que quelqu'un est là. Alors si jamais tu as besoin, je suis là aussi. Donc cette approche permet à votre fille de comprendre qu'elle peut s'exprimer quand elle sera prête, quand elle se sentira prête et sans obligation. Ensuite, la deuxième clé que je vous donnerai, c'est vraiment d'exprimer aussi votre propre vulnérabilité. Beaucoup d'enfants adultes hésitent à parler parce qu'ils ne peuvent pas ajouter, ils ne veulent pas ajouter de poids émotionnel sur leurs parents. Ils veulent parfois vous protéger. Ils se disent, je veux pas envenimer les choses. Donc, montrez-lui le chemin. On est des humains, hein. On est vulnérables. Et ça peut vraiment les aider à s'ouvrir. La vulnérabilité, la montrer, montre en fait votre authenticité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, l'authenticité, c'est vraiment un mot-clé. Alors, ça ne signifie pas de se plaindre, bien évidemment, hein, ou de faire comme si on se confiait à un ami. Vous n'êtes pas son ami, hein. Mais montrer que l'émotion, elle est normale et elle est partagée. Alors, comment faire? Donc, on l'a déjà un peu vu, mais vous pouvez dire des phrases comme moi aussi, je trouve ça dur parfois. Et c'est OK.
Partagez vos émotions sans accabler. C'est une période compliquée, mais je veux qu'on puisse en parler librement si un jour tu en ressens le besoin. Montrez-lui que l'expression des émotions est saine. J'ai mis du temps à comprendre ce que je ressentais, mais en parler m'a aidé. L'exemple d'un père que j'avais accompagné, c'est pas le même que tout à l'heure, mais c'est un autre papa. Je me souviens, c'est marrant, je vous donne des exemples de papa. J'ai beaucoup plus de mamans pourtant, mais là, c'est les papas qui me viennent. Euh, un père séparé sentait que son fils, bah, il voyait bien hein, que son fils ne parlait jamais du divorce. Et un jour, il lui a dit, et ça avait tout déclenché en fait, il lui a dit une phrase du style, là, il faut que je me souvienne, mais c'était une phrase du style, je sais qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça tous les deux. Euh, Moi aussi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je ressentais, mais je veux que tu saches que si un jour tu veux parler de ton ressenti, je suis prêt à t'écouter, sans te juger. Voilà, il y avait un peu ça dans l'idée, hein. Et je sais qu'il m'avait confié que vraiment, ça avait vraiment ouvert la porte en fait à la discussion et qu'à partir de ce jour-là, ils avaient trouvé tous les deux un bel équilibre et une belle façon de communiquer sur le sujet de façon vraiment saine et authentique. Donc, vous voyez, parfois, il suffit de trouver la phrase qui va permettre ça. Et enfin, vraiment, ce qui peut vous aider également, c'est de créer des moments informels. Parce que parler d'émotions directement en face à face, franchement, ça peut être hyper intimidant, surtout pour un jeune adulte. Donc déjà, pour nous, c'est pas facile, alors imaginez pour un jeune. Donc les moments où il y a un peu moins de pression, ça peut faciliter les échanges. Je pense par exemple, moi, et personnellement, hein, ça, je sais que je l'utilisais beaucoup, c'est les moments en voiture, parce que justement, l'absence de contact visuel direct permet justement de parler plus librement. Et c'est beaucoup dans ces moments-là que les jeunes se confient. Donc il y a la voiture, il y a les promenades. Quand on marche côte à côte, ça favorise une discussion plus fluide, sans pression. Il y a aussi les activités qu'on partage. Par exemple, on peut cuisiner ensemble. Pareil, les discussions peuvent émerger. Elles émergent d'ailleurs souvent. Quand on fait une activité, on peut se mettre à parler de choses très importantes en coupant une carotte. Je me souviens d'une maman qui, euh, qui, en cuisinant justement comme ça, un jour avait eu une conversation hyper profonde avec sa fille, où elle lui avait dit que ses parents aussi donc s'étaient séparés, et elle lui avait expliqué ce qu'elle avait traversé, qu'elle avait mis longtemps à comprendre ce qu'elle ressentait, euh, qu'elle avait peur en fait d'admettre ce qui la touchait. Et ça avait aussi enclenché un super échange avec sa fille. Donc voilà, ça laisse la porte ouverte à une réponse sans forcer. Trouver comme ça des petites stratégies. Essayez, testez, vraiment testez, parce que ça va dépendre du moment, ça va dépendre de son humeur, ça va dépendre de sa personnalité, de son profil, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Donc vraiment testez. Et ne vous faites pas des a priori, parce que vous pensez le ou la connaître, mais je vous assure que vous pouvez être vraiment surpris.
Cette phrase, je l'entends quasiment tous les jours de la part de parents qui me disent, alors là, je pensais pas qu'elle allait dire ça, hein. Et cette phrase, je l'entends tout le temps, tout le temps. Ou alors, des choses qui se passent. La maman m'avait dit avant, je pense par exemple, quand je fais des accompagnements en famille, souvent les mères me disent, oh, mais elle va pas vouloir. Je dis, mais votre job, c'est juste qu'elle vienne à ma rencontre, on fait un petit échange ensemble, et puis mon job à moi, c'est de lui expliquer correctement qu'elle a tout intérêt à faire un accompagnement. Et les mamans sont surprises parce que non seulement, ben, franchement, ça m'est arrivé qu'une fois qu'il y a un garçon qui voulait pas, qui trouvait que c'était pas le moment. En fait, non, en fait, c'est pas qu'il a pas voulu, c'est qu'il avait d'autres priorités. Il s'était mis un grand challenge sportif. Et en fait, il trouvait que c'était pas le moment de faire les deux en parallèle. Mais sinon, j'ai pas d'ados ou jeunes adultes qui ont dit ah non, 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 je veux pas. Et les parents, alors les parents me disent, mais franchement, je m'y attendais pas, je pensais vraiment que il ou elle allait refuser. Donc, n'ayez pas d'a priori sur vos ados ou vos jeunes adultes. Alors, une question de Naïma. Comment parler de la séparation et éviter l'aliénation parentale? Merci pour cette question, cette double question, on va dire. Euh, Emma et Lucas, ils avaient 8 et 12 ans quand leurs parents ont divorcé. C'était une situation, c'était mal barré. Parce qu'ils entendaient côté de leur papa qui disait régulièrement, sous d'autres formes, mais en gros, ça voulait dire ta mère a tout gâché. Et côté maman, ben, ils entendaient régulièrement que leur père, il n'était pas présent et qu'il n'était jamais là pour eux. Bon. Ben, résultat, moi, j'ai récolté deux enfants complètement perdus, pris entre deux feux et qui, quand je les ai rencontrés, ben, ne voulaient plus parler à leur père. Donc, la maman, du coup, elle était inquiète et me disait, ouais, mais ils veulent plus communiquer avec leur père, je sais plus quoi faire. Bon, donc, j'ai compris pourquoi, hein, en échangeant avec eux, tout simplement. Puis, on a pu rectifier, heureusement, le tir, mais vous voyez comme ça peut être grave, comme l'impact que nos mots peuvent avoir sur nos enfants. C'est terrible. Parce que peut-être que si j'étais pas intervenue, ben, ces enfants, ils auraient coupé le lien avec leur père. C'est dommage. Donc vraiment, le choix des mots, le choix de ce que des phrases que vous allez employer, c'est super important. Faites vraiment attention. Donc les sujets vraiment clés à aborder avec les enfants après la séparation. Pour moi, c'est vraiment expliquer la séparation avec des mots déjà adaptés à l'âge de l'enfant. Déjà. On va pas parler de la même façon à un petit enfant qu'à un ado, par exemple. Pour les plus jeunes, bon, je vais pas tout détailler là, mais si vous avez des questions précises, vous me les poserez plus tard. Mais en gros, pour les plus jeunes, expliquer que les parents ne vivent plus ensemble, mais qu'ils seront toujours là pour lui. Déjà, ça, vraiment, vous leur dites une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Parce que oui, ça aussi, souvent j'entends, mais je lui ai dit déjà. Mais vous savez ce que c'est qu'éduquer un enfant? C'est répéter, 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 répéter. Il faut que ça rentre dans sa tête, il faut que ça rentre dans son cœur. Il faut qu'il le ressente pour pas qu'il perde la confiance en fait. Confiance en lui, confiance en vous,
confiance en la relation, confiance en l'amour. Donc, répétez. Pour les plus grands, vous pouvez discuter ouvertement, bien sûr, des raisons de la séparation, mais attention, sans entrer dans des détails négatifs vis-à-vis de l'autre, bien évidemment. Ensuite, vraiment répondez aux questions et ne minimisez jamais, jamais, jamais les émotions. Oui, ça fait mal. Et c'est normal de se sentir triste, en colère, perdu. Permettez à votre enfant de ressentir ses émotions sans juger. On dit jamais à un enfant de ne pas pleurer, par exemple. Au contraire, vas-y, pleure, c'est normal de pleurer. Moi aussi, des fois, je pleure. Ensuite, Naïma, vraiment, dans votre question, il y a quelque chose d'autre qui me vient, c'est maintenir une communication constante. En fait, un enfant a besoin de se sentir en sécurité. Même si la situation change, ces repères affectifs doivent vraiment rester intacts. Donc, encourager les discussions régulières et ouvertes, même si les réponses ne viennent pas immédiatement. C'est pas grave. Pensez également à vous servir, par exemple, d'histoires. Il y a des petits livres en fonction des âges aussi, des métaphores. Par exemple, imagine que papa et maman sont deux rives d'un fleuve et toi, tu es un bateau. Ton rôle n'est pas de choisir une rive, mais de naviguer librement entre les deux. Vous voyez, cette métaphore, elle est mignonne et puis elle donne de la légèreté, ça enlève le poids du mot divorce, séparation qui mettent beaucoup de poids sur les épaules des enfants. Donc, utilisez des métaphores quand c'est possible. Il y a des exercices aussi sur des questions ouvertes à poser aux enfants qui sont super puissantes, comme par exemple, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui te fait peur dans cette nouvelle situation? Ça, c'est une question hyper puissante. Et je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses avec la réponse. Vous pouvez lui demander aussi, si tu pouvais avoir une baguette magique, que changerais-tu? Et ça va ouvrir la discussion. Il va du coup s'ouvrir sur ses peurs, sur ce qu'il ressent. Vous pouvez aussi lui demander, qu'est-ce qui te rend heureux malgré tout? Ça aussi, c'est une belle question, hein. Testez-les. Vous me direz ce que vous avez testé. Vous viendrez me voir, me raconter. Alors, l'aliénation mentale. Alors, il y a une étude scientifique hein, qui a été faite sur ça. Euh, les enfants victimes d'aliénation parentale ont 2 fois plus de risques de souffrir d'anxiété et de troubles dépressifs à l'âge adulte. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'aliénation mentale? Bon, ben, simplement, hein, c'est que ça se produit lorsqu'un parent tente de manipuler ou d'influencer l'enfant contre l'autre parent. Ça peut être subtil, hein, mais les effets sont vraiment dévastateurs sur la relation parent-enfant. Alors, comment prévenir déjà? Un, c'est vraiment rester neutre dans vos propos. Évitez de dénigrer l'autre parent devant l'enfant, même si je sais que ça peut être tentant et que la séparation a été parfois vraiment très conflictuelle. Mais parler vraiment, je vous assure, hein, parler des défauts. En fait, on peut parler d'erreurs ou de choses qui se sont passées, mais sans émettre vraiment de jugement sur la personne.
Parce que vous pouvez donner des explications, comme par exemple, bah, tu sais, papa et maman, ils ressentaient plus les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de jugement là. Vraiment, faites tout pour que l'enfant ne pense pas qu'il doit choisir un camp. Je sais que tu aimes ton papa et c'est normal et c'est important que tu gardes une bonne relation avec lui. Vous voyez, c'est des phrases simples mais à répéter aussi. Valider bien sûr les émotions de l'enfant sans le juger. S'il exprime de la colère envers un parent, ne minimisez pas ce ressenti. Parce que s'il ressent de la colère, il a des raisons. Et si vous... Ça aussi, parce qu'à l'extrême, on peut trouver des parents qui minimisent en disant par exemple des phrases comme si, imaginons l'enfant est en colère parce que son père l'a oublié un jour à la sortie de l'école. Et l'enfant dit, oui, tu vois, maman, papa, c'est toujours pareil, il m'oublie à sortir de l'école. N'allez pas dans son sens. Demandez-lui ce qu'il ressent par rapport à ça. Donc, il va vous dire, ah ben, je suis en colère. Eh bien, c'est normal. Je comprends que tu sois en colère. C'est difficile. Et la colère est une émotion normale. Et ce qui est important, c'est que tu parles de ce que tu ressentes. Vous voyez? Là, vous le guidez en fait vers une gestion des émotions saines. Ensuite, encourager une relation positive avec l'autre parent. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, montrer à l'enfant que vous êtes capable, en mesure de faire votre possible pour respecter le lien avec l'autre parent. Parce que je vous assure que ça l'aide vraiment à préserver son équilibre émotionnel. Vous pouvez dire par exemple, même si ton papa et moi on est séparés, on n'est plus ensemble, il t'aime toujours et il va continuer à être là pour toi. Ça, cette phrase vraiment, elle est à répéter encore, encore et encore. L'aliénation parentale, elle affecte à peu près 20% des enfants dans des situations conflictuelles. Donc, c'est pas rien quand même, hein, c'est vraiment à prendre en compte, hein. Bon, nous arrivons presque au terme de cette conférence. Je vais vous récapituler vite fait les trois clés essentielles pour une communication saine. Soutien émotionnel, pas de manipulation. Neutralité, respect, espace pour l'enfant pour qu'il exprime ses sentiments. Créer un environnement sécurisant où l'enfant se sent libre d'aimer les deux parents. Déjà, si vous respectez ces trois clés, vous êtes au top. En conclusion, la séparation n'est pas une guerre, mais un changement. Et la meilleure manière de traverser cette tempête, c'est de s'assurer que l'enfant garde sa place de fils ou de fille avant tout, et qu'il ne soit pas pris dans le tourbillon de la rancœur des adultes. Oui, la tempête du divorce est rude, mais après l'orage, il y a un nouveau départ. L'important, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être présent. À la suite de cette conférence, vous aurez certainement d'autres questions à me poser qui vont jaillir. Je serai là pour y répondre. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux de votre choix, sur Facebook où j'ai un groupe qui s'appelle la communauté des parents d'ados, sur YouTube, Instagram, LinkedIn et même TikTok pour me poser vos questions par message. J'y répondrai avec grand plaisir.
Et n'oubliez pas, un bon parent n'est pas un parent parfait, c'est un parent qui apprend, évolue et aime, même dans la tempête. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.